Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Pierre Armand avec moi comme chaque dimanche pour parler basket bien sûr, mais pour parler aussi de tout ce qu'il y a autour du terrain. Cette semaine, comme vous en avez l'habitude désormais, on essaie de trouver chaque semaine des thématiques qui sont un peu transversales, qui nous permettent de parler du basket mais d'une autre manière. Et cette semaine, on a eu envie de se poser la question éternelle de tout fan de sport, de tout fan en fait, quel qu'il soit, c'est et si? Et si s'était passé telle chose, et si s'était passé telle autre chose, ceci, cela. Les éternels what if qui animent, j'en suis sûr, vos soirées comme les nôtres à refaire le monde et refaire la vie en essayant d'influer là-dessus. Pierre Armand, déjà, comment ça va toi cette semaine? Bah, ça va, si vous avez des soirées comme les nôtres, où vous faites des what if, c'est que vous passez des belles soirées. Parce que c'est les soirées où on passe notre temps à essayer de discuter sur ce qui aurait pu se passer. C'est ce qui s'appelle refaire le monde. C'est les meilleures soirées du monde. Théo, tout va bien, je te remercie. Moi, j'ai passé un super moment et avant de commencer ce podcast, il y a le MOOC Loser derrière toi, le numéro 13, dont on vous a parlé tant et plus, mais vous avez fait un podcast lundi là. Ouais. Le podcast hebdomadaire où vous parlez de la course au MVP, à la MVP Race, mais vous parlez de vos souvenirs de loser. Théo, c'est même pas que tu m'as régalé, tu m'as sucré, tu m'as mis le Nutella sur la crêpe comme ça, tu m'as plié en quatre et tu m'as dégusté avec ton anecdote sur. Et je voudrais que, parce que peut-être que même si j'en doute fortement, mais les auditeurs et les viewers du Hoop Culture ont peut-être pas vu écouter ce podcast, mais tu as un souvenir de lose sur un terrain un peu particulier. Il faut que tu me la racontes parce qu'il y a des trucs comme ça ne peut pas passer autrement qu'à la postérité. Bon, ok, je sens que vraiment tu veux me mettre la tête dedans, me rappeler mes pires souvenirs de débutant basketteur. Alors, déjà préambule, voilà, je commençais le basket, c'était mes tout débuts du basket en club. Et donc, on se retrouve à jouer avec mon équipe dans un gymnase dont le terrain est décentré par rapport à la salle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu que le terrain soit en plein milieu de la salle, il est collé quasiment à un mur d'un côté et de l'autre côté, il y a un énorme vide en fait. Et donc, il y a une espèce de bonne séquence défensive. L'un de mes coéquipiers vole le ballon, je sais pas quoi. Moi, je pars comme une bille en tête, telle une flèche, tu vois, parce que je savais pas quoi, enfin, j'étais pas très bon encore avec le ballon, mais bon, je pouvais courir. Je cours tout droit devant, je me retourne pour voir la balle qui arrive, je reçois la balle, réception de balle parfaite, j'enchaîne dans le geste du double pas comme un champion, tu sais, même sans poser de dribble et tout, et au moment où je fais face au cercle, je me rends compte que le cercle il est derrière moi. Je suis sorti du terrain et donc je suis en train de tenter un double pas derrière la planche. Grand moment de solitude. Oh, putain, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de te retourner pour faire Larry Bird qui shoot par-dessus le plexi? Tu fais quoi? Ah non, trop tard, elle a pris par mon élan, je suis parti, j'ai lâché la balle, je suis revenu un peu penaud en défense. Bon, heureusement, Et les de gens ont mémoire, rigolé ou pas? C'est ça le truc. je me suis fait charrier après, là, c'était sur le moment du match et tout, les gens sont un peu chauds, un peu dégoûtés. Mais bon, de mémoire, c'est un match qu'on avait pris. Encore une fois, c'était un de mes débuts, mais ça, Ah, c'était à mes débuts, mais ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie, je pense. Ouais. c'est un beau souvenir de loose. Ouais. Il y a ceux de Shai et d'Antoine dans le podcast qui sont pas piqués des verres, comme on dit. Donc c'est vraiment très très bon. Non, ça m'a régalé. Ça m'a Toi, fait. tu fais le malin parce que t'as connu que des game winners dans ta vie, c'est ça aussi, on peut pas tous être comme des Pierre Armand Samama, la perfection jordanesque en permanence. C'est une ordure de première parce que. Toi, tu veux. Alors, attends. T'es une ordure parce que où tu connais cette histoire, mais ça m'étonnerait parce qu'on en a jamais parlé, ou alors tu vas regretter de l'avoir sorti. Le karma va se retourner parce que je vais te raconter une histoire de game winner on ne peut plus triste qui doit être mon plus grand souvenir de lose de ma vie. On est dans un match. Moi, j'ai commencé le basket un peu tard, car passionné, Pareil. mais en me disant, bon, moi, je suis pas très grand, c'est trop tard, c'est mort et tout. Et puis un jour, j'habitais dans une petite ville du Var, et le Var est une vraie terre de basket. Contrairement aux Bouches-du-Rhône où c'est une catastrophe, le Var, il y a vraiment, ça joue. Et du coup, je vais m'inscrire, enfin, je vais voir et tout. Et en fait, l'entraîneur me dit, bon ben voilà, tu t'inscris, c'est cool. Et premier entraînement, bon, alors j'avais un panier chez moi dans la cour des parents, je shootais, j'étais plutôt adroit. Donc ça, j'étais vraiment BJ Armstrong, tu vois, c'était mon héros, mais incapable de poser 3 dribbles, enfin, la trouille. Et l'entraîneur me dit, le premier entraînement, bon bah dimanche. J'ai fait dimanche quoi? Bah il y a match. Et en fait, l'équipe de là où j'étais était l'équipe réserve de l'équipe 1. Mais mon pote, l'équipe 1, elle joue en N3. D'accord. Donc la réserve,
elle joue, tu vois, Ouais. ça joue bien. C'est des gars qui dunk, bon, je me retrouve au milieu de tout ça. Bon, moi, je fais un an comme ça, je joue jamais, quoi. Je joue 3 minutes, je fais 3 conneries, je sors. Et 3 ans plus tard, l'équipe est vraiment bien, on joue en départ, tu vois, c'est pas un gros niveau, mais bon, la réserve, elle est là. Et on part jouer un match, et il y a égalité, on a le meilleur joueur de l'équipe qui doit en être à 32, 33 points. Moi, je suis sur le terrain dans les dernières secondes parce qu'on part à 7 et qu'il y en a deux qui sont full out, tu vois. Donc, je suis sur le terrain à la fin. Mais super hypé parce que 2 minutes avant, genre loose ball, tu vois, le fameux gars, il rentre tout seul, il perd la balle, moi je la récupère sur l'aile, un peu paniqué, je shoot, j'égalise, tu vois. Mais vraiment, Wow! oui, 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 non, non, mais moment de gloire. Et dernière possession, il y a égalité. Le gars, donc, va pour shooter, prise à 3, genre 2, 3 d'un coup. Moi, je suis ouvert à 3 points. Je suis là, comme ça. Le mec me regarde, fait Mouah comme ça, retourne la tête de l'autre côté. Et prise à 3, presque 4, prend une brique terrible. J'étais, mais tout seul. J'avais le temps de m'allumer une clope, boire un café, enfin, écouter tout le dernier album de Rum One, tu vois. Mais j'aurais été, mais trop bien. Bref. Je, 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 et donc, je me dis, donc, prolongation, on perd le match derrière. Je me dis, il va se faire engueuler. Pas du tout. Pas du tout. Genre, ouais, mais tu peux rien pour la dernière. Non, tu fais le bon choix pour la dernière possession. Tu fais le bon choix de Tu balancer une fais le brique bon à choix. sur J'étais 4. tout seul, moi. Donc, c'était mon moment de lose, c'est-à-dire que le mec a dit, bon, c'est pas grave, les gars, et prolongation, ça sert à rien. De toute façon, l'autre derrière, il va balancer un monstras d'un autre temps. C'est mon plus gros what. Et j'aurais pu mettre ce shoot, j'en suis sûr. Comme John Starks, match 6, quand il sait que ça a touché le doigt d'Olajuwon, mais Ah bah que. oui. Donc voilà. Donc tu vois, mon game winner fictif, ça m'arrive encore d'y penser comme toi à tes lancers francs ratés. Ah bah ça on y repense toujours. Mais d'ailleurs, ouais, allez écouter le podcast qu'on a enregistré avec Shai et Ah, Antoine c'est parce que très très les drôle. moments de loose de Shai et Antoine valent le détour aussi, Ah, je vous c'est garantis. vraiment très 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 drôle. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet, Théo, Ouais. tout de suite avec nos what if. Alors on le dit tout de suite à nos viewers, auditeurs, que vous soyez sur la page YouTube Reverse Basket Session ou que vous nous écoutiez sur les plateformes de streaming, on n'est pas au courant de ce qu'on va se demander. Donc on va prendre un événement comme ça. Théo, c'est pas ce que je vais lui demander, moi de même. Donc on va se what-iffer en surprise comme il faut. Bah, je vais démarrer, Théo. Tiens, Ouais. je vais rentrer dans le vif du sujet. Je pars en 2007. On est en Game 4 de demi-finale de conférence entre les Suns et les Spurs. Les Suns mènent 2-1. Il reste quelques secondes à jouer. Les Suns mènent 2-3 points. Steve Nash remonte la balle. Il reste 18 secondes, je crois. Et Robert Torrey fait faute, mais mon pote, il fait pas une faute. C'est Chip Shop Rob, c'est ça, c'est même plus le truc. Il balance un coup d'épaule monstrueux à Steve Nash, monstrueux, qui à LeBron l'aurait fait un petit peu décoller, mais Steve Nash l'envoie dans les panneaux publicitaires. Steve Nash se relève, a envie d'aller en découdre, Rajabel aussi. Le problème, c'est que sur le banc des Suns, il y a Stoudemire et Boris Dio qui mettent le pied sur le terrain et qui sont chauds pour y aller aussi. Les Suns gagnent le match 2-2, on retourne à Phoenix parce qu'on était à San Antonio. Le problème, c'est que la NBA applique strictement le règlement. Stoud et Bobo et Babak sont suspendus. Les Spurs donc prennent le match difficilement en plus à San Antonio et reviennent et prennent le match à Phoenix, reviennent chez eux et gagnent le Game 7. Donc voilà. Donc Kata enfin non, on gagne en 6 matchs, pardon. Donc voilà, drôle de situation, drôle de scénario. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce qui se passe si alors le match est gagné puisqu'ils gagnent le match quand même, mais qu'est-ce qui se passe si les deux mettent pas le pied sur le terrain? Tu m'as rappelé cette douleur immense d'avoir vu ces Suns que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré tant leur style de jeu que leur état d'esprit. Pour moi, les Suns vont au bout. Pour moi, derrière, ils jouent Cleveland en finale. Ils gagnent la finale. Moi, alors, je peux pas dire il y a aucun doute dans mon esprit parce qu'après tout,
Phoenix avait encore des matchs à jouer, ils auraient pu gagner les Et derniers matchs Ils prennent le Jazz en finale de conf, que les Ouais, Spurs balayent 4-1, je crois. Enfin, ils les dégagent assez facilement. ouais, ouais. Donc la voie semble ouverte, hein. Mais ce moment, c'est vraiment un moment honteux, je trouve quand même une décision qui reste honteuse de la part de la NBA parce qu'en fait, effectivement, Stoudemire et Boris Diaw mettent le pied sur le terrain, mais tu vois qu'ils mettent le pied sur le terrain pour aller relever leur coéquipier. Je veux dire, je vous mets au défi de me sortir une vidéo de Boris Diaw ou d'Amaris Stoudemire pour le coup, en train d'essayer de se battre avec qui que ce soit sur un terrain. C'est vraiment pas des mecs belliqueux, c'est pas des gars qui étaient dans. Ils étaient dans la dureté, mais ils étaient pas voilà, dans les coups de vis, etc. Moi, ce qui m'avait le plus écœuré, franchement, c'est le match à San Antonio où Robert Horry peut revenir et il y a une standing ovation quand il rentre sur le terrain de la part du public. Et on sait très bien que la standing ovation, c'est pour avoir mis son coup à Steve Nash et avoir fait en sorte. Enfin, il n'a pas fait exprès. Je vais pas dire qu'il avait prévu que Stoudemire et Diao seraient suspendus dans la foulée, mais pour moi, c'est vraiment les applaudissements, en tout cas, du public de San Antonio à cette occasion. C'est vraiment pour ça qui se produisent. C'est vraiment. Moi, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Je continue de ne pas comprendre cette décision de la NBA. Je continue d'ailleurs de pas vraiment. Il y a tout un tas de décisions de la NBA que je comprends pas, notamment. Bon, ça sera l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais tu vois, quand je vois les fautes techniques qu'il y a dans des matchs NBA actuellement, je- quand un joueur, pardon, franchit la ligne en parlant mal à un arbitre, c'est normal que les fautes techniques tombent. Je pense que même parfois, elles devraient tomber plus tôt. Et moi, je serais pour que les fautes techniques soient comme dans le basket FIBA, qui comptent comme des fautes personnelles. Je pense Mm. qu'il y a un certain nombre de stars qui fera attention à leur nombre de fautes, leurs fautes techniques. Par contre, coller des techniques, comme on a vu dans un match Ah, des Bucks cette année, là où Yanis il met un dunk énorme, il regarde le gars une demi-seconde en faisant les gros yeux. D'ailleurs, tu prends une technique, tu te fais sortir du match. Ça, c'est vraiment absurde. Faut arrêter avec ces fautes techniques automatiques qui n'ont aucun sens. Et voilà, et là, j'ai un peu le même sentiment. La sanction, j'ai l'impression que la NBA a appliqué à la lettre la règle. Je trouvais ça vraiment démesuré. les techniques, alors dans le foot, c'est un petit peu pareil, hein, Shai le dirait, hein, enlever son maillot, prendre un jaune quand on en a déjà un et se faire expulser sur un geste comme ça, alors que c'est peut-être un moment particulier dans un match, etc. Il y a quand même un côté, et les arbitres sont là pour ça aussi. On aime tant quand les arbitres, tu sais, ils sont mic'd up. Ils ont leur Mm. micro dessus et qu'on entend ce qu'ils disent. Et on se rend compte du côté, du côté éducatif qu'ils ont, même encore avec des joueurs pros, de devoir leur parler, de devoir leur expliquer, alors pas leur expliquer les règles, même si on en parlera tout à l'heure, il y en a qui les connaissent pas vraiment, mais c'est cette manière de faire de la psychologie et faire grandir la ligue aux États-Unis, parce que c'est leur manière d'être, ce côté dominateur, toujours dans le montrer ses muscles, dans la rage, dans le fait de faire du trash talking et tout. La ligue, elle s'est construite là-dessus dans les années 90. C'est trop facile aujourd'hui de faire grandir ces gamins avec ces highlights-là, avec ces choses-là, et en plus, enfin, de les faire grandir avec Scottie Pippen qui dunk sur Ewing ou Iverson qui passe au-dessus de Tyronn Lue comme ça, et de leur dire aujourd'hui, bah non, c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Les gamins, ils jouent comme ça. C'est pas donner des mauvais exemples aux gamins. Bon, alors, on n'est pas sur de la bagarre, mais je trouve ça. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça débile. Par contre, moi, la question que je me pose, Théo, et peut-être tu pourrais m'y répondre, c'est est-ce que tu penses que cet attentat, il est commandité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que Pop et dit à Robert Torrey, on tente le coup. Fait vraiment une sale faute, balance-le, et au meilleur des cas, ils sortent du terrain et on les fait dégager parce qu'on est mal, quoi, parce qu'on est dominé. Est-ce que c'est possible pour toi? Moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, connaissant à la fois Popovic et Robert Horry, hein. J'ai du mal à croire à ce scénario-là. J'ai l'impression que c'était un petit peu une faute de mauvais perdant en fait de la part de Robert Horry, que n'importe qui aurait pu le prendre. Là, c'est Nash qui monte la balle, mais qu'il aurait pu mettre le même, ils appellent ça hip check, là, quand tu décales toute la hanche, et lui, Ouais, il mais a là, décalé aussi l'épaule et le coude. Je pense pas que c'était un truc prémédité. Par contre, voilà, je pense que c'est un peu fou de te dire que la personne responsable de ce début d'échauffourée est à peine plus sanctionnée que deux mecs qui se lèvent du banc pour aller voir leur coéquipier et qui n'ont pas du tout pris part à l'action.
Parce qu'ils ont même pas le temps. En fait, ils sont vite ramenés sur le banc. En plus, ils ont même pas le temps de rentrer en interaction avec des joueurs adverses des Spurs ou tu vois, de venir se pousser un peu. Hmm. Bon, on est dans l'époque 2007, comme tu l'as dit. On est vraiment dans le post Malice at the Palace où la NBA a eu tellement peur des débordements qu'ils ont serré la vis. Mais là, c'était serré trop fort. Surtout qu'en plus, le Steve Nash, c'est pas, comme tu dis, ça aurait pu être n'importe qui, mais si ça avait été un second couteau, bon, à la limite, on s'en fout. Mais Steve Nash, c'est le meilleur joueur de l'équipe, il est double MVP, il est intouchable. C'est sûr que tu te dis, il y a 2-2, on est dominé, et j'essaye de faire mal à l'autre, même si c'est pas un joueur méchant. Sur le coup, je pense que la réaction, elle est épidermique et elle est normale. Tu parlais des fautes de frustration, c'est souvent les plus dangereuses, hein. Là, il y a Jeff Teague cette semaine qui a raconté son histoire où il avait fait une grosse faute avec Atlanta sur LeBron Ouais. en fin de match. Il le pousse quand l'autre est lancé plein fer. Donc LeBron, il continue et il finit son trajet un petit peu comme toi derrière le panneau, sauf qu'il finit dans des supporters, sur une pauvre dame d'ailleurs qui se la mange, lui, qui se mange LeBron lancé plein fer et qui, lui, s'excuse tout de suite. Il se retourne même pas sur Jeff Teague parce qu'il a bien compris que c'était une faute de frustration. Parce que l'autre, il en avait marre de perdre, mais bon, elles peuvent être dangereuses ces fautes. Carrément, non, carrément. Plus récemment, tu vois, celle qui me revient en tête, c'était la poussette de Patrick Beverley dans le dos de Chris Paul, là, dont on avait parlé, je crois, il y a quelques semaines, où Chris On Paul avait le parlé voit pas celle du tout. de Jokic avec Maurice aussi. Ouais. Oui, Jokic avec Maurice, exactement, les deux. Après, même si Maurice aurait dû quand même être un peu sur ses gardes, alors que dans l'action de Beverley et Chris Paul a aucune raison d'être sur Ah ses ouais, gardes. ouais. Il est en train de retourner vers son banc, et là, il se fait pousser. On l'a vu même que. Alors, c'est un autre registre, mais dans tu sais, les combats d'UFC, à chaque fois, il y a des face-à-face avant le combat. Voilà, et parfois ça s'envenime un petit peu. Et il y a 1 ou 2 ans, comme ça, il y a un combattant qui a poussé l'autre fortement, l'autre s'y attendait pas. Hop, petit coup du lapin derrière, le gars a pas été en mesure d'assurer le combat. C'est vraiment des choses qui peuvent être très dangereuses quand tu es complètement relâché, que tu t'attends pas à te prendre un taquet, quoi. Dans le cas de Steve Nash voit quand même arriver Robert Horry, même si le coup est. Moi, ce qui m'a le plus fait peur, c'est pas tant le contact avec Horry, c'est comme tu l'as dit, après il va le dingue un petit peu dans les panneaux Ah publicitaires et ouais. vers la table de marque. Là, c'est vraiment un coup où tu peux te casser le poignet en mettant ta main. Enfin, tu peux vraiment te blesser très sérieusement. Et voilà, encore une fois, pour revenir sur le cas, enfin sur la question que tu me poses, moi je pense que vraiment la fenêtre de tir de Phoenix, elle en prend un énorme coup à ce moment-là, Ouais, même sur si encore une Carvin. fois, il restait des matchs à jouer. Phoenix aurait pu aussi aller chercher ces matchs-là, mais ouais. Ils ont quand même été performants sur les années suivantes, mais c'est vrai Ouais. qu'après, il y a le départ de D'Antoni. Voilà. Bon, c'était notre premier petit what if qui est douloureux pour beaucoup de fans des Suns. Allez, moi je vais te ramener en 1989. Soir de la draft, j'en ai plusieurs sur la draft. C'est toujours, on sait que c'est facile hein, de refaire les drafts dans un sens ou dans l'autre, etc. Euh, les Chicago Bulls, une équipe que tu affectionnes et dont tu portes le sweat, ont donc le 6e pick, donc un très haut choix de draft. Hein, c'est pas si souvent que les Bulls ont pu drafter aussi haut à cette époque. Ils sélectionnent le futur Hall of Famer Stacey King, qui sera plutôt Hall of Famer en tant que commentateur télé pour la chaîne des Bulls que sur un Qui rentre, terrain. il est monstrueux. Et, Il fait et 700 kilos. ils ont 2 picks. Donc, ils ont le 6 avec lequel ils prennent Stacey King. Ils ont le pick numéro 18 avec lequel ils prennent BJ Armstrong. Entre les deux, il y a 2 joueurs qui ont été pris. Je pense qu'aurait été plutôt pas mal quand même, hein, sous un maillot des Bulls. Je vais te les donner et tu vas me donner ton avis. En 14 est drafté Tim Hardaway, en provenance de Chicago. Et en 17, Sean Kemp. Putain. Est-ce que tu. Alors, what if les Chicago Bulls avaient Ah choisi ouais. l'un de ces 2 joueurs plutôt que Stacey King avec le 6e pick? Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est toujours pareil. Alors, je vais te dire, à mon avis, Tim Hardaway, ça aurait été un fit incroyable. Ça, y a rien à dire là-dessus. Parce que c'est euh, un petit peu. Ça aurait pu être une bonne arme pour déjà bien emmerder Asia Thomas. Pas un grand défenseur, mais un vrai playmaker et un des premiers, enfin pas vraiment le premier, mais un des vrais meneurs-scoreurs. Donc déjà, Asia Thomas, il aurait été bien plus emmerdé à devoir défendre sur un scoreur que sur BJ Armstrong, évidemment, qui était un role-player, un shooter. Ensuite, la venue de Sean Kemp, je suis beaucoup plus, je m'étais déjà posé la question, beaucoup plus dubitatif. Parce que c'est quand même des caractères très particuliers.
Voilà. Et je pense que dans une équipe où tu as un mâle alpha, comme c'était le cas, je ne suis pas certain qu'un type comme Sean Kemp, un petit peu impatient, un petit peu foufou, même si je reste persuadé que ça a été un super coéquipier, mais parce qu'il a été drôlement bien drivé par Gary Payton et par Nate McMillan, dont il a beaucoup parlé en disant qu'il avait beaucoup aidé aussi. Mais je ne sais pas, c'est vrai que ça aurait rendu la chose encore plus spectaculaire, mais je ne suis pas sûr deux gros scoreurs comme ça. Tu vois, un mec comme Pippen, lui, il était limite content d'être là. Il l'a dit, hein, le premier match pro qu'il a vu, Scottie Pippen en vrai, c'est un match qu'il a joué lui-même. C'est beau ça, ouais. Tu te rends compte, c'est incroyable. Le premier match qu'il a vu en vrai, il était sur le terrain. Donc, je pense que Pippen était beaucoup plus facile à rentrer en plus dans un système qui était, même si le triangle donnait de la liberté, il était assez rigide quand même dans la manière d'être appliqué. Alors, j'ai jamais essayé de le faire, moi, à mon faible niveau, mais je sais pas. C'est vrai que c'est une super question, mais je suis pas sûr que ça aurait apporté quelque chose, en tout cas dans la maillotche dont avaient besoin les Bulls à ce moment-là, dans le fait de un Stacey King ou un Scott Williams, tu en as parlé dans les pivots défensifs, je pense que c'était plus précieux dans les bagarres avec les Pistons, peut-être qu'un Sean Kemp. Non, c'est. Moi, alors, comme toi, je pense que Tim Hardaway aurait été le fit parfait, d'autant que les Bulls ont réussi à gagner tous leurs titres sans avoir de vrais purs meneurs. Voilà, à un moment c'était Ron Harper, parfois c'était il y a eu Paxson, il y a eu BJ Armstrong. Alors, juste, je te dis, parce Ouais. que j'en profite, il y a eu une phrase très, très, très juste qui a été dite cette semaine par les copains de la First Team, par Thomas et Erwan. Ron Harper pouvait jouer meneur. Mais il y a toute la différence entre un mec qui est meneur et un mec qui peut jouer Oui, meneur. bien sûr. Et Ron Harper, lui, pouvait jouer meneur. Il pouvait le faire dans ce système-là. Voilà, c'était tout ce que. Totalement d'accord avec toi. C'est de la même manière que finalement Derek Harper, Derek Fisher, pardon, qui n'était pas un super meneur, faut le reconnaître. Bah, ça collait avec les Lakers, parce que finalement c'était plus sa qualité de tir à 3 points qui lui valait une place sur le terrain que ses qualités de pur meneur. Mais donc je suis d'accord. Enfin, je pense que Tim Hardaway aurait été très bien. Je pense que c'est pas sûr par contre que les Bulls auraient joué exactement avec le principe du triangle en permanence, en tout cas, parce qu'il était tellement fort aussi dans le jeu de 1 contre 1 qu'il aurait certainement fallu lui laisser un petit peu de la liberté. Par contre, moi, je peux pas m'empêcher de fantasmer sur le dynamisme athlétique de cette équipe avec Sean Kemp, sachant qu'il y avait déjà Horace Grant qui était là depuis 2 ans, qui jouait au poste 4. Voilà, mais imagine un petit peu une rotation dans laquelle tu as Jordan, Pippen et derrière où tu peux faire jouer soit Horace Grant, soit Sean Kemp en fonction des trajectoires de chacun. Je pense que ça aurait été. En fait, je peux pas. Les Bulls ont gagné avec Horace Grant, c'était très bien. Je pense malgré tout que Stacey King, c'était vraiment pas le. Enfin, a posteriori, c'était quand même un coup d'épée dans l'eau de la part des Bulls. Mais juste pour le nombre de highlights qu'on aurait pu voir, même si du côté de Seattle, c'était déjà fou. Hein. Si vous avez jamais vu jouer Sean Kemp, si vous l'avez pas vu jouer en vrai, allez dans YouTube, tapez quelques recherches, vous allez voir, c'est vraiment le type d'action de toute façon qui est tellement intemporel que même moi j'ai revu son dunk sur Chris Gatling la semaine dernière, j'étais tu sais, dans tous mes états comme si c'était la première fois que je le voyais. Il y en a deux d'ailleurs. Oui, il y en a deux Il y en sur a lui. un. Il y en Deux a dans le un même où match. il y en a, non pas dans le même match, mais il y en a un dans un autre où carrément l'autre lui tape dans la main en disant il est beau. C'est celui-là, ouais. C'est à celui-là que je pensais, ouais. Et bref, Pippen, Jordan, Kemp en 90, là, je pense que ça aurait été un truc de malade. Mais le truc, tu as raison de le dire, il y avait déjà Horace Grant à cette place-là. Et il faudrait qu'on se pose la question de mettre deux potentiels, bon là on ne savait pas, hein, mais deux potentiels très très hauts, deux All-Stars sur un même poste. Il y avait eu un truc qui avait été tenté dans les années 80, au milieu des années 80, c'est les Twin Towers, c'est Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon. Et ça n'avait pas marché, bon, alors, parce que l'un s'était blessé. Mais l'association entre les deux tout le temps n'avait pas forcément marché. Donc peut-être que le front office s'était dit, c'était des malins à l'époque. Hein. S'ils ne l'ont pas pris, il y avait peu de choix hasardeux comme de se dire, tiens, on va prendre Trae Young à la place de Luka Doncic. Surtout à Chicago. Quoi.
Non, c'est vrai. Mais pour finir là-dessus, c'est vrai que de toute façon, Sean Kemp, c'était un petit peu un cas à part, hein. Finalement, il a pas pu jouer à la fac, donc il sortait pas totalement de nulle part, mais un petit peu, c'était un coup de poker aussi, un petit peu de la part Mhm. des Sonics. Par contre, Tim Hardaway, ça reste quand même étonnant, parce que c'était déjà un gros scoreur à la Ouais. fac. Il était de Chicago. C'est quand même étonnant que, voilà, que la franchise se soit pas posé la Mais question, parce qu'ils auraient pu. Voilà, il y avait peut-être un coup à tenter. le truc, c'est que tu peux pas leur donner tort 2 ans après, hein. C'est Ouais, parce que ouais, bien 2 ans sûr. après, ils partent sur 3 titres. Donc, bon. Moi, j'ai un what if, je reste avec Chicago. Ouais. Un des plus grands what if qu'on s'est évidemment posé, on va parler de Jordan. On s'est tous posé la question, qu'est-ce qui se passe s'il ne part pas en 93? Mais moi, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui se passe, Théo, s'il ne revient pas? Wow! Le plot twist de, Alors déjà, de Pierre Armand. ce sweat n'existe pas, déjà, clairement. Mais qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passe si finalement il ne revient pas? Ah, déjà, il y a un paquet de mecs qui sont dans le MOOC loser qui seraient pas, je pense, potentiellement, Voilà, c'est ça. notamment de la conférence Est. Voilà, s'il revient pas, je pense que les Knicks en prennent une, je pense que les Pacers en prennent une, potentiellement, ou au moins, du moins, accèdent à la finale. Ouais, ou en prennent une même, hein. C'est vrai qu'une une finale Knicks-Jazz, tu vois, par exemple, ça aurait quand même eu de la gueule dans ces années-là. Alors Knicks Ouais. Jazz, juste 96, Chicago élimine Miami, New York facilement, hein, Miami 3-0, Mm. New York 4-1 et le Magic, il sweep le Magic. Donc, a priori, il y aurait peut-être une finale Orlando-Seattle. En 97, ils éliminent Washington, les Hawks et le 8 en finale de conf, 4-1. Et en 98, les Nets, les Hornets, la fameuse histoire avec Bill Armstrong, et les Pacers 4-3. Ouais. Donc, potentiellement, Indiana, Utah, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, et puis je pense que forcément, ça change aussi sa place dans la discussion du plus grand joueur de tous les temps. Ça impacte certainement aussi sa place dans le merchandising et voilà, dans l'univers et l'industrie de la sneaker. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Mm. Oui, ça aurait eu un impact monumental. Et puis la question serait peut-être de savoir pourquoi aussi. Est-ce qu'il arrête aussi le baseball et qu'il revient pas au basket? Est-ce qu'il reste au baseball et que finalement il arrive à se faire une place tu sais, en Major League et qu'il arrive à devenir un bon joueur? Auquel cas, bah, je pense que malgré tout, sa place en tant que athlète ultime aurait pu malgré tout être cimentée, comme bah, on se rappelle des Deion Sanders, des Bo Jackson, etc. Ces athlètes qu'on performé dans deux sports. Mais ça change effectivement énormément de choses parce que tu peux te dire que c'est peut-être pas lui non plus qui devient l'icône pour tous les joueurs qui suivent derrière. Tu vois, est-ce qu'un Kobe Bryant s'inspire autant forcément uniquement de Jordan ou est-ce qu'il se trouve d'autres références? Enfin, oui, là pour le coup, c'est le multiverse là que tu proposes. Ah bah, c'est ça. C'est une chose complètement différente, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait peut-être à la même place et on se disait, mais t'imagines s'il serait revenu, quoi? Qu'est-ce Ouais. qui serait passé s'il serait revenu? Moi, je pense que les Pacers en auraient pris une parce que le Jazz n'aurait pas tenu sur la force de frappe athlétique des Pacers en 98. C'est trop fort. Les Davis, Rick Smith, etc. Enfin, Greg Ostertag ou Antoine Carr, ils tiennent pas à Rick Smith, c'est pas possible. Ils avaient déjà un peu du mal avec Luc Longley, alors imagine. Je suis pas sûr que le Magic en prenne une contre Seattle parce qu'il y avait pas mal de de vétérans du côté de Seattle à l'époque, les Sam Perkins, les Nate McMillan, etc., qui auraient pu, les RC Hawkins, qui auraient pu, je pense, faire la diff sur les Nick Anderson, qui étaient encore tout cassés de l'année d'avant. En 97, c'est un peu un point d'interrogation, mais c'est vrai que tu as raison de dire, bah il n'y a pas, y a pas de phénomène Air Jordan au niveau sneakers, parce que en 94-95, bah, les Jordan 9 et 10, elles se vendent pas, hein, ils les portent pas, donc elles se vendent pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça aurait donné après? Et puis, oui, ça aurait relancé. Peut-être qu'on serait encore avec Magic tout en haut dans le classement du GOAT. Peut-être que bah, là, on se dirait LeBron a passé le cap. C'est vrai qu'il y a 1000 questions à se poser, mais on se pose vraiment la question de s'il ne revient pas, quoi. Heureusement qu'il est revenu, en tout cas, Ouais. pour notre plaisir à nous, pour notre kiff. Heureusement qu'il est revenu. Ouais. Ça aurait peut-être. Et très honnêtement, je pense que ça aurait éteint la flamme de beaucoup d'amateurs de basket qui ont grandi avec lui et qui se disent après,
chaque année, il y a un nouveau champion, il se passionne moins pour une équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être lâché. Hein. Ça, c'est possible aussi. C'est vrai que l'annonce de son retour, c'était un. On en avait Peut-être déjà pas de parlé, Rivers mais. même. Rivers aurait peut-être pas existé. Mais c'est possible. Écoute, c'est possible. Hein. Non, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est un. Tu m'as bien eu avec celui-ci. Franchement, je l'avais pas du tout vu venir. Des trucs beaucoup plus classiques, moi, de mon côté. Vas-y. Allez, j'en ai un autre. Je vais rester quand même sur une histoire de draft. À nouveau, un what if où finalement, bon, euh, l'histoire telle qu'elle s'est écrite est déjà très belle. Draft 82 cette fois-ci. Les Lakers sélectionnent en premier choix James Worthy, joueur incroyable, Hall of Famer, voilà, le MVP des finales même. Donc c'est un excellent choix de la part des Lakers, on peut pas revenir là-dessus. Mais ils auraient pu prendre, et ils ont hésité à prendre, Dominique Wilkins, qui est finalement choisi en numéro 3 par Utah avant d'être tradé, d'être envoyé contre une machine à coudre et un, et un four à micro-ondes du côté des Hawks. Et là, c'est pareil un petit peu. Tu sais, c'est peut-être pas tant sur le résultat, parce que voilà, James Worthy était le fit parfait pour cette équipe des Lakers qui a remporté les titres qu'on connaît. Mais imaginez Dominique Wilkins dans le Showtime de Los Angeles, c'est quand même un truc de dingue pour moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors c'est certain. Alors il faut savoir que j'imagine que les gens pensent souvent à James Worthy comme le finisseur ultime, parce que c'est lui qu'on voyait à la fin des contre-attaques du Showtime de LA à ce moment-là. Mais Byron Scott, c'était un délire comme dunker également. Ouais. On a oublié, mais il mettait des patates pas possibles. Bon, c'est vrai que imaginez, ça aurait été Lob City avant l'heure. Maintenant, j'aurais été limite déçu pour Doe Wilkins, qui n'aurait pas été un franchise player à aucun moment, du coup, certainement à ce moment-là, qu'on aurait peut-être vu uniquement comme un dunker, et ça nous aurait privé, franchement, de passe d'armes avec Larry Bird, légendaire, parce qu'il y a des matchs à voir, des bagarres entre les Celtics et les Hawks à ce moment-là, parce que les Hawks sont loin d'être mauvais. Hein. Alors certes, ils ont filé un micro-ondes qui ne marchait pas d'ailleurs. On a su le truc. Le micro-ondes ne marchait pas et ils avaient perdu la garantie. Mais surtout, en effet, c'est difficile, parce que le seul truc, c'est que Wilkins, la seule chose qu'on peut lui regretter, c'est qu'il n'ait pas eu de bague. Mais des joueurs comme ça, est-ce qu'on a envie qu'ils aient des bagues dans des équipes où ce n'est pas la leur? Voilà, c'est toujours la même question. Moi, j'aurais bien aimé que Wilkins gagne une bague avec les Hawks, parce que, mine de rien, aujourd'hui encore, si tu dois t'acheter un maillot des Hawks, tu vas t'acheter tu vas t'acheter quoi? Tu vas t'acheter Dikembe Mutombo à la limite, ou de Wilkins. Il n'y a pas moyen. Ou Spud Webb, même à la limite Spud Webb plus que Dikembe. Maillot magnifique, en plus, pour situer. Maillot incroyable. Donc, je trouve que l'histoire, elle est belle malgré tout. De se dire, c'est vrai que ça aurait été fou de le voir dans ce Showtime-là, mais est-ce qu'ils en avaient vraiment, ils en avaient vraiment besoin? Je pense pas. Tu vois, le plus gros what if, on en parlait la semaine dernière, c'était Len Bias, mais là, les Lakers en avaient besoin. Et je pense. Celtics. Les Celtics, pardon, en avaient vraiment besoin. Est-ce qu'ils avaient besoin? Par contre, quelle choune! Mais la choune des Lakers sur les drafts début des années 80. Attends, tu te chopes Magic, c'est un peu comme comme les Cavaliers pendant un moment qui attrapaient tout le monde, quoi. C'est pas tout à fait la même, parce que c'est pas le même monde. C'est pas le même parce qu'ils étaient archi nuls, quoi. C'est pas le même monde. Mais là, c'était des swaps, des machins, tout s'alignait pour aller à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé voir, tu as raison, mais voir ça peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus tard. Ouais. En fait, j'aurais dû te demander, le what if, ça aurait été, et si les Hawks avaient eu un GM capable de foutre un deuxième joueur à côté de Dominique Wilkins? Parce qu'aller regarder les rosters d'Atlanta de l'époque, c'est... Par contre, les Hawks, grand bien pour James Worthy. Parce que là, personne n'aurait acheté un maillot de James Worthy aux Hawks. Et là, je ne suis pas sûr qu'il aurait été aussi impactant sur les Hawks que Dominique Wilkins l'a été pour les Hawks à ce moment-là. C'est à voir. C'est à voir. Moi, je t'emmène en 2011. En 2011, les Hornets de la Nouvelle-Orléans, en décembre 2011, ils se disent si on tradait Chris Paul. Moi, je l'aurais tout simplement assassiné. Mais eux, ils veulent le trader.
Et ils veulent le trader et ils montent un trade à 3 équipes qui engagent Houston et ils enverraient Chris Paul aux Lakers et les New Orleans récupéraient Lamar Odom et Luis Scola justement avec cet échange à 3 et les Rockets récupèrent Pau Gasol. Finalement, quelques jours plus tard, parce que c'est la NBA qui est propriétaire des Hornets, donc j'arrive pas à comprendre comment le front office, on n'a pas parlé aux propriétaires et ainsi de suite, David Stern dit non, voilà, il n'y a pas moyen. Raison officielle, on pense que les Hornets seront meilleurs avec Chris Paul. Pourquoi, comment Bref, Chris Paul ne va pas aux Lakers. 6 jours plus tard, il part aux Clippers pour alors le même micro-ondes, figure-toi, avec un aspirateur Dyson qui marche pas. Mais sous Et garantie. voilà, et un pack de 6 bouteilles de Coca qui s'appelle à l'époque Eric Gordon Alfaro Camino et Chris Kaman. Voilà. Donc voilà ce que récupèrent, pour te dire, les Hornets, alors que 6 jours avant, ils récupéraient Lamar Odom et Luis Scola. Quoi. What if Chris Paul va aux Lakers? Moi, j'ai jamais compris pourquoi les Lakers. Enfin, j'ai jamais cru à une association Chris Paul, Kobe Bryant. Vraiment, j'ai jamais vu comment ça pouvait fonctionner. Alors, autant les raisons de l'annulation du trade sont quand même assez fumeuses, hein, le reste toujours aujourd'hui. Après, voilà, tu dis. Chris Kaman avait quand même été All-Star avec les Clippers. Eric Gordon était un bon jeune joueur. C'était. Bon, la contrepartie était pas folle, mais c'était quand même relativement correct, je trouve. Mais par contre, Chris Paul aux Lakers, le fantasme, je le comprends pas. Je le comprends pas du tout, à tel point que tu sais, quand finalement les Lakers ont fait venir Dwight Howard et Steve Nash en 2012, donc l'année d'après en gros, il y a un moment ça fonctionnait pas, et ce qui était assez fou, c'était de se dire que il y a un moment où c'est Kobe qui jouait meneur, et c'était Steve Nash qui se mettait dans le corner à jouer le rôle de finisseur. Donc pour moi, il jouait complètement à l'envers. Alors certes, Kobe a enchaîné des matchs à plus de 10 passes. Voilà, s'il fallait le prouver, encore une fois, je pense pas que c'était la peine de le prouver, mais ça pouvait être un playmaker s'il le voulait. Mais c'était quand même de jouer à l'envers, de mon point de vue, pour que la balle reste entre les mains de Kobe. Et voilà, l'association Kobe-Chris Paul, honnêtement, je vois pas du tout. Je continue de pas voir comment elle aurait pu fonctionner. Surtout à l'époque, hein, parce que là, on voit Chris Paul lâcher les ballons, jouer un peu différemment avec Golden State, mais 2011, il aurait pu être MVP, je sais plus si c'est la saison d'avant ou 2 saisons avant, là où il était dans les finalistes potentiels. Voilà, si tu fais venir Chris Paul, il faut qu'il ait la balle entre les mains. Moi, je trouve que c'est le what if le plus pété de tous les temps. Parce qu'on en a parlé, je ne sais pas combien de temps. Les Lakers, s'ils sont champions, c'est bien grâce à. C'était bien une équipe complémentaire avec Pau Gasol et Lamar Odom. Alors, certes, ok, tu fais péter tout ça parce que 2011, ils se sont fait sweeper par Dallas et qu'ils sont une équipe vieillissante, que Lamar Odom commence à avoir ses emmerdes et qu'il est moins performant, etc. Mais comment tu peux dégager Pau Gasol? Enfin, ça ne marchera jamais. Il te reste qui? Andrew Bynum qui est déjà en roue libre et qui est certainement la tête dans les étoiles. Moi, franchement, les gens qui ont dit ouais, la NBA elle a peur que ce soit trop fort une super team, mais je suis d'accord avec toi. Je vois pas en quoi Chris Paul, Andrew Bynum et Kobe Bryant en 2011, c'est une super team. À aucun moment. Enfin, surtout en se disant c'est ça qui va contrer les tarés de Miami là. Mais attends, mais ça courait tellement vite. Mais les gens, enfin, tu parlais des highlights tout à l'heure de Sean Kemp et regardez les highlights des 2 premières saisons de Miami, mais la vitesse à laquelle ça part quand ils partent en contre-attaque. Chris Bosh, il n'a pas passé milieu de terrain. Hein. Les 2 autres, ils sont déjà là. Il y a cette fameuse photo où l'autre, il a même pas dunké, que l'autre, il est déjà comme ça pour mettre la. Mais pour te dire, je ne peux pas croire une seconde que ces Lakers-là auraient gratouillé la cheville de Miami. Alors, certes, on peut se dire, what if, ça aurait peut-être fait, parce que cette année-là, c'est vrai, à l'Ouest, c'est un peu faiblard. Mais même, je trouve qu'OKC était bien meilleur, parce que ça voulait dire les playoffs 2012 étaient bien meilleurs que ces Lakers-là. Bien meilleurs. Ouais,
Je partage, je suis à 100% d'accord avec toi. J'avais pas compris, tu vois, quand le trade devait se faire, je me disais, mais comme ça a pas marché. Quand ça a été annulé, je me suis dit, bah, de toute façon, ça aurait pas marché. Bah, ouais, ouais. C'est, ouais, Genre, ça marche pas avec Chris Paul. Ça très étrange. marche jamais avec Chris Paul. Allez, moi, je vais rester sur. On parlait des Lakers, ils sont impliqués là aussi dans. Moi, je vais te ramener en 2002. Match 6 des finales de conférence, Sacramento Kings contre les Los Angeles Lakers. Ouais. Les Kings sont sur le point d'accéder à la finale en remportant le Game 6. Et ils se font quand même, je pense que c'est pas. On ne peut pas le dire autrement, ils se font voler à l'arbitrage. Ah si, on Totalement. peut dire autrement. On peut dire carotté, on peut Oui, dire voilà, c'est ça. C'est ça. enflé, on peut dire des horreurs, on peut dire tous les mots les plus horribles du monde, on peut dire. Mais flagrant délit de vol à l'arraché devant tout le monde. C'est fou. Derrière, il reste un match 7 quand même. Encore une fois, hein, comme dans le cas des Suns, les Kings auraient aussi pu aller gagner le match 7, mais c'est pas le cas. Résultat, les Lakers qui accèdent une nouvelle fois à la finale. Les Kings, bah, c'était finalement leur dernier grand. Enfin, c'est comme pour les Suns tout à l'heure, c'était leur fenêtre, elle était là. Euh, What if s'ils se font pas, si c'est un autre trio arbitral et qu'ils se font pas voler comme ça, les Kings? Alors déjà, la première question, est-ce que tu t'es déjà fait voler, toi, dans un match? Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment, enfin, c'est même pas un sentiment, c'est cette certitude de t'être fait carotter dans un match? Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, oui. Oui, moi aussi, ça m'est Assez arrivé. récemment d'ailleurs. Mais Voilà, vas-y, je t'écoute. voilà. Est-ce que le match suivant, où tu rejoues avec ce même arbitre, est-ce que tu n'as pas le sentiment que le match, tu l'as déjà perdu avant de jouer parce que tu es tellement énervé? Le moindre coup de sifflet, le moindre marché sifflé, le moindre. Bon, ils ne sifflent pas les marchés en NBA, mais le moindre truc sifflé, tu sors du match. Tout de suite, tu sors du match. Moi, je pense que tu disais il y a un match 7 à jouer. Je pense que le match 7, il est perdu au match 6. Alors, sur le coup, c'est des années plus tard qu'ils ont dit ouais, C'est ça, c'est exactement ça. peut-être. si, si tu me demandes, on peut pas, on en reparle. Mais je, ils sont champions parce qu'ils jouent qui après? Ils jouent les Nets? Nets. Ouais, bon, ils sont champions, il n'y a rien à dire. Je dis pas qu'ils créent une dynastie, parce que je pense pas. Par contre, je pense que ils font exploser les Lakers dès cette année-là. Ça, j'en suis persuadé, parce que c'est ce qu'il aura fallu finalement pour que ces Lakers-là fassent un triplé. C'est ça, hein, ils font le triplé cette année-là. Hein. Ouais. Je sais même pas pourquoi. Mais je sais même pas pourquoi la Ligue aurait eu besoin que ces Lakers-là fassent un triplé. Je sais pas pourquoi, ce qu'il leur a pris. Les Kings auraient été un beau champion, populaire, parce que les gens adoraient, Jeu magnifique. ces joueurs-là. Et Chris Webber, ça vendait des maillots. Toi, tu avais ton chouchou, Bobby Jackson, hein, qui était là, Absolument. ton grand chouchou. Donc, c'était une équipe qui était belle à voir jouer, qui était sympa. Bon, c'est sûr que c'était un peu les Nuggets de l'époque et que bah, LS, ça faisait plus rêver, voir. Et puis, il y avait déjà le drama. Shaq Kobe, il était latent l'année d'avant, mais là, il était déclaré, on le connaissait. Hein. Nous, en France, on ne le connaissait pas parce qu'on n'avait pas forcément accès à ces infos, mais ils le connaissaient. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les Kings auraient été champions. Je ne pense pas qu'ils auraient posé leurs mains sur la Ligue pendant un certain temps, puisque l'année d'après, les Kings, c'est les Spurs qui les auraient tapés, quoi qu'il arrive. Les Spurs étaient trop forts. Mais je pense qu'ils auraient été champions. Un beau champion. Oh, ouais. Et ils auraient vraiment mérité d'avoir leur nom dans ce foutu catalogue et pas dans le MOOC qui est derrière toi. Quoi. Bah ouais, c'est ça, parce qu'en termes d'héritage, c'est ça. C'est-à-dire que tu dis que les Lakers resteraient potentiellement que sur 2 titres de suite, pas 3, donc ce qui les classe quand même dans une toute autre catégorie d'équipe malgré tout. Il y a le côté, effectivement, comme tu dis, les Kings, Chris Webber et compagnie qu'on considérait qu'ils portent toujours cette étiquette de loser, ça aurait changé des choses. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir, quand tu regardes que... Regarde, si tu prends l'arbre généalogique à l'inverse, tu te dis, bon, bah, les Warriors se sont inspirés des Suns, les Suns de Nash et compagnie, et les Suns de Nash et compagnie se sont inspirés de ce que les Kings avaient fait avec Adelman à leur tête. Et tu as cette question peut-être de se dire, mais peut-être que ça aurait fait office d'accélérateur de particules et que l'accent aurait été mis encore plus tôt sur l'importance d'avoir des playmakers à plusieurs postes et pas simplement au poste de meneur, d'avoir des shooters. Je pense à Stojakovic. Quand je parle de playmaker, je parle bien sûr Chris Webber, Vlade Divac, je veux dire, qui étaient des animateurs de jeu incroyables. Donc il y a aussi cette question-là de
dans quelle mesure ça aurait pas encore accéléré cette course en avant, puisqu'on sait que finalement, ce qui se passe en NBA, c'est souvent dit que c'est une ligue de copycat, où bah, voilà, le champion, tout le monde se dit, bon, bah, pour gagner, il faut que je fasse comme le champion actuel, il faut que je copie ce qui est en train de marcher. Et je pense qu'il y a un moment où on s'est dit, bah non, ça marche pas en fait. Tu peux pas, même si les Kings étaient moins nuls en défense qu'on ne le pensait, tu peux toujours ce truc, bah, tu peux pas gagner avec l'attaque, alors qu'aujourd'hui la question elle se pose même plus. Tu sais que tu as besoin d'avoir une défense forte, mais les titres se gagnent avec, tu peux pas gagner sans une attaque hors norme. Donc voilà, petite pensée aux Sacramento Kings, à mon pote Olivier Richomme, dont c'est l'équipe préférée, qui a longtemps vécu à Sacramento, ça reste dur. Et attends, le plus gros twist de ce truc-là, c'est qu'il gagne, donc il sweep les Nets l'année d'après, dans une ambiance délétère. Je me rappelle, il gagne dans le New Jersey, dans une salle un peu sombre. Au milieu Je sais des pas si tu marais. te rappelles, au milieu des marais, Meadowlands. il gagne le quatrième match sans aucune émotion, sans rien. Et le seul mec pour qui ils sont contents, c'est Mitch Richmond, la légende des Kings, quoi. Donc jusqu'au bout, les supporters des Kings, ils ont bu le calice, mais ils ont même, je sais pas jusqu'où ils l'ont bu, mais catastrophe, quoi. Ce troisième titre des Lakers, il est même pas beau, il fait kiffer personne, en fait. Même les supporters des Lakers, je peux pas croire qu'ils aient été contents de cette finale nulle à chier. À part ouais, non, c'était nul. J'ai aucun souvenir. T'as des souvenirs, toi, de cette finale de 2002? Des vrais souvenirs de... J'ai un souvenir, mais je me rappelle plus dans quel. Si, bah si, c'est un dunk monstrueux. Il y a la photo où tu vois Shaq qui dunk, mais il y a 4 joueurs des Nets qui sont Oui, accrochés à oui, son jersey. voilà, En mais fait, ça bon. symbolise, tu sais, ça Ouais, représente voilà. toute la série de finale, quoi. Ouais, mais ça aurait été tellement mieux de voir du. Et on se rendait compte qu'on avait cette habitude de dynastie à l'époque, de 6 finales des Bulls, derrière les Spurs qui étaient champions, mais dans l'indifférence, et puis après les Lakers qui reviennent 3 fois d'affilée, qui gagnent. Il y avait un doublé de Houston. On avait cette habitude d'avoir à chaque fois les mêmes finales, comme on a eu l'habitude avec Cleveland, etc. Mais la fraîcheur qu'on a eue, je trouve, depuis 3 ans, là, où on a un coup c'est LA, un coup c'est les Bucks, un coup c'est Denver, mais quel bonheur. Enfin, quand tu n'es pas supporter, Ouais. quand tu fais pas du clubisme de base, du clubisme, attention, quand on aime son club, pas quand on aime aller en club. C'est pas le même. Précise Mais bien les termes, parce qu'après. on précise bien, mais c'est tellement. Alors pour nous, journalistes, c'est encore mieux parce qu'on a 1000 choses à raconter, mais voilà, c'est trop bien. Mais ouais, non, les Kings, ouais, j'aurais été à fond pour eux, mais vraiment à fond pour eux. On continue sur des trucs NBA? T'en as Non, d'autres allez, en on va basket? partir on va changer on va changer de catégorie. On va parler sur. Je vais te donner un ou deux what if en matière de musique Ouais. et un qui va te toucher forcément. En 1991, qu'est-ce qui se passe si Ice Cube ne quitte pas NWA? Waouh. Waouh, alors ça, c'est très bonne question, hein. Qu'est-ce qui se passe si. Alors, je pense que s'il quitte pas NWA, vu la situation quand même, quand on sait comment ça se passait en coulisses, je pense pas que ce groupe aurait pu rester uni des années et des années. Je pense on serait peut-être privé de reconnaître suffisamment tôt l'impact et l'importance qu'avait Ice Cube au sein de NWA, justement. C'est lui qui écrivait, au-delà de ses couplets, il écrivait une bonne partie des paroles pour Easy et pour Dr. Dre. Et derrière, ça lui a permis de sortir une série d'albums assez incroyables, hein. Les 3-4 premiers albums solo d'Ice Cube, c'est des classiques. C'est des classiques incroyables. Derrière, je pense malgré tout qu'il y a un moment où Dr. Dre serait parti quoi qu'il arrive. En fait, il y avait trop de problèmes de business au sein de Ruthless Records. Par contre, moi, tu sais quoi? En fait, je regrette pas qu'il soit parti parce que j'ai adoré euh, l'album qui a suivi de NWA sans Ice Cube. Je le trouve incroyable d'un point de vue sonique. C'est juste dingue. En fait, si tu le mets un peu fort, le son, il a une pêche incroyable et pourtant t'entends tout est mixé à la perfection. Et puis ouais, voilà, notamment les 2 premiers albums solo d'Ice Cube, voire les 3 premiers, ils sont incroyables aussi. Donc moi, je suis content finalement qu'il soit parti
parce qu'en tant que fan de musique, ça a permis d'avoir plus d'albums d'une qualité incroyable. Et aussi, l'un des morceaux, pour ceux qui aiment bien ce qu'on appelle les diss records, là, tu sais, les morceaux où tu essaies de régler ton compte au micro, le morceau No Vaseline, qui est assez simple à comprendre, je pense, d'Ice Cube. C'est peut-être un des meilleurs diss records de tous les temps. Donc, non, je suis content que ce soit parti au bout du compte. Alors, cet album Niggas for Life, hein, c'est ça, celui-là dont tu Ouais. parles en 91. Moi, je trouve justement, il part, et tu disais c'était lui qui était dans l'écriture. Je trouve que du coup, ils deviennent un peu une caricature, un peu misogyne, un peu bêtement violente, alors que c'était, je vais pas dire qu'il y a une violence intelligente. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Quand dans le premier disque, ils disent qu'on sait ce qu'ils disaient sur la police, etc. Je dis pas que tout ça est forcément, mais c'était conscient. Voilà. La violence, elle était beaucoup plus consciente parce qu'elle racontait un quotidien, tandis que là, elle racontait des trucs un peu, bon, ça devenait un petit peu caricatural. Surtout, il reste, et en fait, au-delà de ce que devient NWA, la question, c'est que devient Dre, quoi. C'est-à-dire, est-ce que The Chronic est un album de NWA? Et du coup, est-ce que Death Row existe? Parce que si Death Row récupère pas Dre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Snoop Dogg, pas d'Eminem? Tu vois, en fait, c'est ça la question. C'est que devient Dre dans l'histoire? Si Cube reste et qu'il arrive parce que c'était lui le leader, et qu'il arrive à faire rester Dre, c'est sûr que ça change pas mal de choses à ce niveau-là. C'est clair. Non, non, c'est clair. C'est une vraie grande question. Alors forcément, si t'imagines, j'ai même pas poussé la réflexion jusqu'à ça, tu vois, sur la dynamique Death Row, etc. Mais c'est vrai, parce qu'effectivement, je pense pas que le groupe aurait pu rester uni, mais après, peut-être que ça serait pas fait avec Suge Knight et donc la création de Death Row. Donc du coup, peut-être que tu récupères pas Snoop comme tu l'as dit. Les implications sont assez, ouais, Mmh. sont Mmh. multiples et Ouais. complexes, ouais. Moi, j'en ai un autre, écoute, quasiment avec les mêmes acteurs, tu vas voir ça. Euh, on avait déjà parlé d'Eminem dans un précédent épisode du podcast, mais j'en ai un autre quand même. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant de signer avec Dr. Dre, il est en galère, hein. C'est un rappeur underground de Détroit que personne, enfin, qui n'intéresse pas grand monde, du moins du côté des labels. Par contre, il y a un label qui s'intéresse, qui croit à lui. C'est le label qui s'appelle Dog Down, donc le label qui a sorti des groupes comme Black Moon, enfin, oui, Black Moon, Smith et Wesson, Elta Skelta, OGC, toute cette clique de New York, moi, que j'ai adoré, qui veut le signer, mais simplement c'est un label indépendant qui est sous l'égide d'un plus gros label distributeur qui s'appelle Priority et qui veut pas mettre l'argent pour signer Eminem. Et donc, donc la question que je te pose, c'est imaginons que Priority est accepté et donc Eminem est sorti son premier album sur Dog Down et pas sur Aftermath. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, la réponse, c'est que les disques qui seraient chez toi, Théo, hein, de la même manière, hein, je pense, les disques d'Eminem. Maintenant, Eminem, c'était quand même, quand tu sors sur ces disques et tu te rends compte du potentiel commercial qu'il y avait à l'époque, tu sais quoi? Tu sais à quoi ça me fait penser, Eminem? Et il y a plein de gens qui, attention, hein, dans la manière dont je vais le dire, ça n'a rien de connoté quoi que ce soit, mais Eminem, j'ai l'impression, quand j'entends Eminem pour certains, que j'ai Asia Thomas qui me dit si Eminem avait été noir, ça aurait été qu'un autre rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Comme il a dit pour Larry Bird. Cette phrase, elle était sortie de son contexte, elle était éminemment mal placée parce que le génie est toujours là. Mais du coup, Dre, il s'est bien servi de ce côté du rappeur blanc, non pas qui est blanc par rapport au noir, mais un rappeur blanc qui sait rapper de cette manière-là. Un petit peu comme Elvis avait fait une sorte d'appropriation de la soul music dans le rock and roll, et qui s'était approprié la culture noire comme ça, qui fonctionnait très fort pour s'approprier tout un public. Est-ce que ça aurait été ça? Je ne sais pas. Moi, à mon sens, il avait un talent générationnel à cette époque-là qui n'a pas forcément bien vieilli, je trouve, mais il aurait été à ce moment-là dans les disques à côté de Jurassic 5, à côté de Tribe Called Quest, et il aurait été peut-être une légende underground. Il aurait fait des milliers de featuring sur beaucoup de projets, avec Premier, etc. Mais il serait dans nos cœurs comme l'était Gangstar, comme peut être Guru, tous ces grands MC. Mais le grand public n'aurait peut-être. Ouais, serait passé je pense serait passé à côté. Mais de toute façon, ça se joue à rien, hein. Le monde de la musique, c'est un what if permanent. Tu te rends compte, et on le voit tous les jours, hein,
pourquoi lui et pas un autre. C'est ça, hein, c'est même pas forcément au talent. Tu vois, il n'y a pas une draft et à un moment donné, il y a tous les labels qui arrivent et qui prennent les meilleurs, où tu as des highlights, où tu as des machins et ils viennent chercher ça. Si, il y a une draft, ça s'appelle la Star Academy, mais elle est cata. Mais mais, sinon, c'est un petit peu ça, finalement. C'est vraiment un coup de dé, quoi. Mais après, ça n'enlève rien au talent. Et franchement, on va être honnête, quand il fait Lose Yourself au Super Bowl l'autre jour, ça met les frissons à tout le monde. Rien à dire. Non, Donc, c'est clair, moi, mais je en suis bien fait, content qu'il ait signé là-bas. oui, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il aurait jamais eu effectivement la même carrière Bien que. sûr. Alors peut-être que ça aurait marché, mais on sait que ça aurait jamais pu être la même résonance en fait, parce que comme tu l'as très bien dit aussi, ce qui a très bien fonctionné pour Eminem, c'est cette espèce de d'association improbable entre Dr. Dre justement et un rappeur blanc de Détroit, et ce côté moi je viens de Compton, et puis toi tu viens des parcs tu sais, comment on dit, de trailer park, là, je sais pas comment on le dit en français, toi, espèce d'habitation, de mobilhome, voilà, de mobilhome de blancs fauchés de la banlieue de Détroit. C'est ça qui a fonctionné à merveille, c'est clair. Ah oui, oui, oui. Et puis surtout, on n'aurait pas eu Eight Mile, qui reste un des super films sur le hip-hop qui était fait. Donc voilà. Bon, bah, on a vu pas mal de what if. J'en ai pas J'en encore avais un plein. dernier pour toi. Ah, vas-y, vas-y, parce que moi, j'en ai encore plein, mais ça prouve qu'on pourra faire une autre émission là-dessus. Ah Et non, non, c'est... vas-y, pardon, j'ai cru que tu allais enchaîner sur autre chose. Vas-y, alors, si Non, ça vas-y, marche. j'écoute le tien. Alors, moi, j'en Alors, ai plein d'autres, mais je les garderai pour plus tard. spécialement pour toi, hein, parce que, donc voilà, et si Adidas avait signé Jordan comme il en rêvait à sa sortie de North Carolina, what if? Bah, what if Nike se casse la gueule et n'existe pas, parce qu'il se relance grâce à ça, puisque Nike est exclusivement à l'époque une marque de performance, mais essentiellement de performance de running, hein. Le projet, tous les projets qui suivent, qui ont été des cartons absolus. Alors Nike avait des cartons à l'époque, hein. Ils avaient la Dunk, ils avaient la Air Force One, mais qui n'a pas vraiment marché, qui a marché par la suite parce qu'il y a des gars qui avaient stocké des invendus à Baltimore et qui en ont fait un produit d'appel pour la génération hip-hop un peu underground, et du coup ça a fonctionné. Mais y a pas, je crois pas que Nike aurait pu, enfin aurait peut-être même pas enchaîné sur le projet Air Max, parce qu'ils auraient peut-être pas eu l'argent pour le faire, parce que Jordan leur a rapporté énormément d'argent. Mais Jordan, en 88, la question c'est déjà what if Tinker Hatfield n'arrive pas, parce qu'il voulait se barrer déjà, hein. Il était prêt à se barrer. Mais s'il va chez Adidas comme il le souhaitait, que lui aurait proposé Adidas? Est-ce qu'il aurait proposé un truc vraiment génial? Je pense que la chaussure, elle aurait marché. Oui et non, parce que je pense que le génie en fait de Nike, c'est pas la chaussure en elle-même, c'est la pub qu'ils en ont faite. Hmm. C'est cette fameuse pub, et c'est le coup de la chaussure se fait interdire, même si c'est pas celle-là qui est interdite à la base, hein. C'est un autre modèle qui s'appelle la Airship, qui n'a pas le code couleur qu'il faut, et du coup c'est ce modèle-là. Mais seulement, Nike, eux, c'était le génie de Nike, c'est son génie commercial, au-delà du génie créatif, parce que la Jordan 1, c'est une Dunk un peu, elle est même pas améliorée au niveau technologique, mais qui est montante. Je ne sais pas si vous portez des Air Jordan 1, sûrement, mais c'est le premier qui me dit, bah, attends, pour moi, c'est des chaussons. On le raye, on l'interdit de regarder le plus. C'est pas possible. Donc, c'est un coup de cul. Ils n'étaient pas prêts. Ils ont fait cette chaussure-là parce qu'il fallait en sortir une, etc. Mais c'est voilà, la vraie histoire, c'est la pub. Est-ce qu'Adidas aurait été capable d'être subversif au point de dire, tiens, on va lui mettre des chaussures noires et rouges, et la NBA aurait dit non, et eux auraient dit bon, ouais, on s'en fout, tu sais quoi, on y va, on va payer, et puis on va faire une campagne de pub là-dessus? Je suis moins sûr, parce que c'était une firme européenne, allemande, donc beaucoup plus dans les règles, et moins avec des gars fumeurs de joint, comme c'était la bande de l'Oregon. Donc je sais pas, mais aujourd'hui, rétrospectivement, on se dit, parce qu'Adidas, ça fait moins rêver, que ça nous aurait saoulé, mais je sais pas. Il y a ce qu'il aurait fait. Voilà, moi, en fait, le vrai what if, c'est est-ce qu'il y avait une Jordan 1 de chez Adidas qui était prête à ce moment-là, puisqu'il avait rendez-vous chez eux? Qu'est-ce qu'il leur... et il aurait fallu voir les deux modèles. Voilà, Ouais. parce que aujourd'hui, il y en a qui font ça parfois. Ils prennent la Jordan 1 et ils enlèvent le swoosh et ils mettent les trois bandes.
Bon, bah, Bah, ça c'est aurait une pas été chaussure ça. Bah oui, bien sûr. ça aurait pu être ça aussi, la chaussure avec 3 bandes ou un swoosh, on s'en fout. Mais, est-ce que ça aurait été la même manière? Après, le vrai what if, c'est Jordan aurait-il été aussi fort en Adidas qu'en Nike? Oui, bien sûr, donc il aurait fait vendre ses chaussures sans problème, mais comment elles auraient été vendues et de quelle manière? Grâce à quel buzz? Est-ce que Spike Lee aurait fait des pubs avec Adidas, alors que, il était lui foncièrement attaché à une firme certainement américaine à cette époque-là, qui commençait à signer beaucoup de joueurs noirs américains? Bon, à voir, mais c'est une bonne question. Ouais, ce serait peut-être simplement resté des très bons modèles de performance, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'elles auraient pu prendre une résonance culturelle et sociale telle que ça a été le cas. Mais il y a très peu de modèles performance qui sont arrivés dans la rue après, comme Ouais. ça a été le cas avec les Jordan, hein. Regarde la LeBron, elle passe pas le cut du terrain, hein. Mm. C'est très très rare, à part des modèles, la South Beach ou des modèles que tu vois aux États-Unis, parce que les Canaries en portent, si tu veux. Les Afro-Américains surtout, hein, ils portent des LeBron. Mais là, par exemple, même la Kobe que tout le monde s'arrache, et c'est juste pour le terrain. Personne ne porte. Tu vois des gens avec des Kobe dans la rue, tu n'en vois pas. Personne n'en porte. Personne n'en porte. Donc, y a vraiment que lui qui a fait ça. Donc, c'est un peu comme l'histoire du GOAT, c'est-à-dire, c'est biaisé. Est-ce qu'on peut comparer quelque chose qui n'est pas comparable? Il fait 6 finales, il gagne 6 titres. Il n'y a que sa pompe qui va dans la rue. Pourquoi il n'y a que sa pompe qui va dans la rue? Est-ce qu'une Jordan 12, elle est forcément plus belle qu'une LeBron 8? Je suis pas sûr, mais ça a cliqué. C'est vraiment le karma ultime, quoi, pour ce mec-là. C'est ça. Bon, on va passer à nos rubriques Ouais. habituelles. Allez, je te laisse nous présenter ton coup de cœur, Théo, cette semaine. Alors j'en ai deux cette semaine. Allez, je vais commencer par un magnifique livre que j'ai reçu. C'est le livre de l'équipe de basket rétro qui sort une Oui. encyclopédie, je pense que le terme est pas trop fort, de l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques, avec une magnifique cover signée Petite KO, que vous connaissez bien. Voilà, si vous avez déjà lu Rivers ou même Basket Le Mag, elle collabore de plus en plus, ou même les Chicago Bulls plus récemment. Et en gros, c'est vraiment une encyclopédie de Jeux Olympiques par Jeux Olympiques, de ce qui s'est Ah passé ouais. dans l'histoire du basket. Donc le livre est vraiment magnifique. C'est complet comme c'est pas permis. Il y a tout un tas d'informations, retour sur les matchs, les performances, les joueurs, les joueuses, parce que bien entendu, c'est les garçons et les filles. Bref, Ah c'est ouais. un travail énorme de l'équipe de basketretro.com que je vous invite à aller découvrir sur leur site ou sinon, je sais que c'est disponible directement chez eux, mais je pense que ça doit aussi être disponible, comment dire, en librairie Oui, oui, ou ça l'est. dans les C'est réseaux habituels. disponible en librairie, ouais, c'est Ouais, tu disponible l'as en vu, ok, librairie. bah tu vois. Et ben, la question que je voulais te poser, c'est, Ouais. alors, tu as répondu à la première, il y a du basket féminin, c'est essentiel. Et est-ce que c'est pas trop centré USA? Non, 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 pas uniquement. Bah forcément, alors, il y a des tas d'années Oui, où, forcément, en 92, on en parle, mais voilà, est-ce mais que en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a toute une remise en contexte historique, voilà, Ah, qui permet génial. de. Voilà, je vous montre cette double page là d'ouverture qui est sur les Jeux Olympiques, pas d'ouverture, mais qui est sur les Jeux Olympiques 52. Donc, on rappelle un peu les affrontements entre le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Il y a tout un tas de photos d'archives assez folles, hein. Je sais qu'ils ont pu compter sur le soutien du musée du basket et la Magnifique. fédération leur a ouvert la porte de leurs archives. Donc il y a tout un tas de choses vraiment passionnantes à découvrir et à apprendre. Moi, j'ai juste eu le temps de commencer à le feuilleter, honnêtement. J'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, mais voilà, c'est un vrai nid d'informations. Et encore une fois, l'objet est vraiment. J'avais vu l'annonce de la sortie, je m'attendais pas à un livre aussi costaud Oui. et aussi beau. Il est vraiment très très beau, très réussi. Donc chapeau à toute l'équipe à qui on passe le bonjour. Et puis j'avais un autre petit coup de cœur musical. C'est Hum, le retour d'un rappeur français que moi j'aime beaucoup. C'est Danny Dan des Sages Poètes de la Rue voilà, qui s'apprête à sortir un album avec un producteur français qui s'appelle Kyo Itachi, que vous connaissez peut-être si vous êtes, voilà, si vous aimez bien le rap un peu boom bap, comme on dit, du moins avec cette essence un petit peu de cette espèce d'origine, enfin, sonorité plutôt des années 90, mais mis à la sauce actuelle. Donc l'album n'est pas encore sorti, mais il y a un premier single qui est sorti avec un clip. On vous mettra les liens en description. Moi, je trouve que Danida n'a pas pris une ride dans son flow et voilà, son phrasé toujours aussi particulier. J'ai hâte que l'album complet sorte. En tout cas, le premier single est très réussi à mon goût. Eh ben, on va écouter ça avec grande impatience. Il y a Rossé qui a sorti un disque aussi la semaine dernière, donc en parlant des anciens, c'est toujours Ouais, intéressant d'aller écouter ça. Moi, la semaine prochaine.
Voilà, moi, mon coup de cœur, il est littérature qui est amené vers le cinéma. Je suis allé voir le film de Scorsese, hein, Killer of the Flower Moon, qui est extrait de ce livre qui s'appelle La Note américaine, donc qui parle, comme le fait donc Scorsese, qui s'intéresse toujours à l'histoire de son pays et qui parle d'une tribu indienne qui s'appelle les Osages, qui a été parfaitement déplacé par ces chers pères fondateurs américains, poussés vers d'autres terres qu'on leur a données, pensant que c'est des terres arides, gardant les terres cultivables. Seulement, les Osages, en essayant de trouver de quoi cultiver, ils ont fait deux trous et puis ils ont fait sortir du pétrole de toutes ces terres-là. Donc, ils sont devenus les personnes les plus riches parmi toute l'Amérique. C'était les plus riches d'Américains sur le territoire et c'était des Indiens. Donc, tu vois, on parlait du karma tout à l'heure, incroyable. Et évidemment, au début du XXe siècle, dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, ça engendre des jalousies de la part des Blancs du coin. Qui vont commencer à intriguer, à faire quelques petites manœuvres pas très jolies pour récupérer cet argent, pour en arriver à ce qu'ils savent faire le mieux les Américains, c'est-à-dire tuer ceux qu'ils n'aiment pas. Donc à cette époque-là, voilà, donc avec des meurtres en série. Donc c'est mené le livre comme une enquête de police avec plein de photos d'époque. Donc là, je suis sur le livre de Oui. poche, mais voilà, il y a plein de photos qui recontextualisent chaque personnage sur vraiment. Alors là, vous voyez les deux personnages principaux qui sont joués dans le film par la superbe Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio. Ça, ce sont les vrais personnages qu'ils ont interprétés. Bon, ça montre que ce côté, alors Scorsese, il est sans concession hein, quand il veut montrer les dégénérés américains de cette époque-là, comme c'était le cas dans Gangs of New York déjà, où il voyait que la lie de l'humanité parfois était sur place. Donc ça montre, alors c'est très long, c'est-à-dire 3h26. C'est le seul défaut du film, c'est un peu long, mais c'est du grand cinéma. Et on apprend plein de choses malgré tout, et il y a des scènes mais hallucinantes. Il y a une scène où les Indiens défilent, font une parade en ville avec, je ne sais pas pour quelle. C'est à Fairfax que ça se passe. Et derrière eux, tranquille, derrière les Indiens, tu as les gars du Ku Klux Klan qui sont là, à visage découvert, avec juste leur chapeau posé. Enfin, et on est il y a 100 ans, pratiquement, pas plus. Donc, c'est terrible parce que ça met en perspective, bien sûr, avec la suite sur les histoires avec les Afro-Américains. Mais c'est voilà, allez voir le film quand même. Prenez le temps de le voir parce que on n'a pas forcément toujours du temps, mais bon, il faut prendre ça vous prend la soirée. Lisez le livre parce que c'est vraiment une enquête et on apprend plein de choses. Ça s'appelle La Note américaine et c'est drôlement bien. Je note ça pour mes petites emplettes de Noël, là, ça me semble parfait. Tu peux. Parfait. Allez, j'enchaîne avec un coup de gueule, là, cette fois, c'est moi qu'en ai un. Si vous écoutez le CQFR, ça va être de la redite, hein. Mais les Wizards et Jordan Poole, c'est plus possible. C'était déjà plus possible aux Warriors. Moi, j'en pouvais plus quand même de le voir balancer tir après tir et aussi peu défendre. Bref, j'avais beaucoup de mal avec lui aux Warriors. Mais là, avec Washington, c'est vraiment dur à regarder, hein. J'ai beaucoup de respect et d'empathie pour les fans des Wizards. Ça n'a rien contre vous, ça n'a rien contre la franchise. On espère que ça va bien se passer parce qu'au sein de cette équipe, il y a des joueurs vraiment intéressants, notamment Bilal Koulibaly, qu'on adore tous. Mais là, les 2 semaines coup sur coup de Jordan Poole, le coup avec il y a un temps mort, le coach fait un système plaquette, le mec écoute rien du tout. Les assistants essaient de lui dire regarde, il y a un système, c'est pour toi, faut que tu le mettes en place. Et à la dernière seconde, il essaie je sais pas si tu as vu cette image, de jeter un coup d'œil pour voir au moment de rentrer sur le terrain ce dont parlait le coach. Bien sûr, il ne sait pas ce dont il parle. Derrière, c'est catastrophique. Et cette semaine, magnifique marque de QI basket. Jordan Poole, son équipe derrière au score qui décide de laisser le ballon rouler au sol. Alors, Qui a certes, moins 20, hein. Il a moins 20. oui, c'est les Wizards, hein. C'est le quotidien, ça c'est le pain quotidien de Washington en ce moment. Et qui se dit, ouais, je vais pas toucher le ballon parce que ça déclenche pas l'horloge des 24 secondes. Bien joué. Par contre, ça a aucun impact sur l'horloge tout court. Donc le chrono, il continue de tourner. C'est juste magnifique en fait. Et lui, il s'énerve.
Ils montrent Et à lui, il l'arbitre s'énerve. l'horloge. Ils montrent à l'arbitre l'horloge en disant ah, vous savez pas, genre à la table de marque, et l'horloge elle tourne. Mais mec, tu ne connais pas la règle cette règle-là. C'est fou. Enfin, c'est je sais pas si c'est de la bêtise, du je m'en fous, du j'ai explosé dans ma tête. C'est vrai qu'après, quand tu vois Bilal à côté de ça, il paraît qu'il s'entend très bien avec lui. Oui, oui, il doit être. De toute C'est ce qui façon, me fait. oui, enfin, je comprends qu'ils s'entendent bien avec lui. Hein. Bilal, il rentre sur le terrain pour défendre, il embête personne, Ah, il mais fait des bons choix avec la balle. Il quand a tu vois intérêt à être cool les avec lui. Hein. dingueries qu'il fait sur le terrain et pendant un match, mais j'ose même pas imaginer les dingueries qu'il doit raconter dans le vestiaire ou qu'il doit faire en soirée et tout. Ça doit être un bonheur. Je Donc, suis bien force à d'accord. vous si vous êtes, si vous avez de la famille à Washington ou que c'est votre équipe préférée. On est avec vous. Force à tout le monde. Moi, j'ai bien aimé Pop qui là, cette semaine, a pris son micro en disant les supporters sont priés d'arrêter de siffler, Kawhi Leonard, s'il vous plaît. Les supporters sont priés d'arrêter de siffler. Mais Il c'est aurait vrai. dû le faire avec ce ton-là, tu sais, le même ton qu'au kermesse pour dire le propriétaire de la Audi immatriculée. Le petit Kylian est juste aux autotamponneuses. Kylian, attends. Non, mais le truc, c'est qu'il arrive, il prend le micro. Mais c'est fou de voir que dans une ligue comme ça, aussi cadrée, où rien ne transparaît, tu puisses te permettre de prendre le micro en disant bon, maintenant, ça suffit. Il y en a marre. Stop. Arrêtez de siffler. Mais le truc, c'est déjà, il dit ça. Et je ne sais pas si tu as vu le match jusqu'au bout. Plus le match avance, plus il le conchit, Kawhi Bah Leonard. ouais. Donc ça n'a servi à rien. Il devait être super énervé, Pop. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, c'est une des rares fois où tu le vois pas écouté par l'ensemble des gens qui sont autour de lui. Bon, c'était quand même super de le faire et bravo à lui d'avoir eu le. On sait combien il est attaché aux anciens des Spurs et c'est toujours génial de le voir se mettre là-dessus. C'est clair. On passe à Pop, nos ouais, reliques. Ouais. Pop sera un jour une relique, mais quelle est la tienne aujourd'hui? Alors, moi, je suis resté dans la thématique. J'ai sorti, dans la thématique et dans l'autopromo, j'ai sorti le numéro 13, alors pour le coup, du magazine Reverse, sur lequel on avait déjà fait un petit what if. Donc cette cover, si vous la voyez, vous voyez ce dont je parle. Je vais vous expliquer un petit peu si vous nous écoutez. Donc c'est la cover du numéro 13 qui était ce qu'on avait appelé un anti-guide. C'est-à-dire qu'on avait voulu faire un guide de rentrée mais le faire à la sauce Rivers, donc assez décalé avec pas mal d'humour. Et en cover, on avait mis Kobe Bryant avec un maillot des Bulls parce que ce numéro date de la rentrée 2007, durant laquelle de nombreuses rumeurs indiquaient que Kobe en avait marre des Lakers et qu'il avait envie de jouer à Chicago, ce qu'aurait fait de lui le premier, en tout cas, arrière de ce standing. Alors, il n'y a pas eu 50 arrières du standing de Kobe, mais en tout cas, le premier joueur de ce calibre à choisir volontairement d'aller jouer à Chicago, une équipe qui faisait quand même peur à pas mal de gens, parce que visiblement, il y avait des chaussures qui étaient un peu trop grandes à remplir pour d'autres stars qui ont gentiment décliné. Je crois qu'il n'avait pas vraiment peur de ça, hein. Exactement, je pense qu'il avait envie même de se confronter à tout ça. Donc voilà, c'était. Alors bien sûr, il n'est pas allé, il n'a pas été aux Bulls. Dedans, il n'y avait pas de papier particulièrement qui annonçait ça ou non plus. C'était pas un what if qui était décliné à l'intérieur du magazine. Mais moi, c'était une cover que j'avais beaucoup aimé avec un montage de Guillaume Laroche, directeur artistique de Rivers, qui m'avait bien plu à l'époque. Ce qui fait que Laurie Markkanen n'aurait jamais peut-être porté le numéro 24. Peut-être, oui. C'est ça le plus gros what if. Ils sont disponibles, ces anciens numéros encore? Non, plus maintenant. Plus Plus maintenant. maintenant. Là, c'est fini pour les anciens numéros. Non, non, ils sont sold out. Ils sont retirés. On les a retirés comme les jerseys voilà, exactement. Panthéon du Dans, basket. dans le Rafters. Moi, ma relique, on parle du All-Star Game. Là, on a parlé du All-Star Game et c'est le retour de l'Est contre l'Ouest. Donc ça, c'est plutôt cool. On parlait de l'affrontement du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Et moi, un des grands derniers souvenirs que j'ai de bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, c'était le All-Star Game 93, donc il y a 30 ans cette année. Et hop, regarde, Oh là là. à Utah. Donc je pense que tu peux me reconnaître tous les joueurs qui sont là, hein. Là, ce Ah serait bah pas oui. un quiz compliqué. Donc il est OG. Et alors derrière, regarde un peu. Donc il y a bien l'Est, l'Ouest. Et là, par contre, Incroyable. il y a aussi les joueurs du banc, hein. Tu vois, Detlef Schrempf qui est là. Il y a Brad Daugherty. Il y a Sean Elliott, Tim Hardaway, Mitch Richmond, on en parlait, Sean Kemp, Dan Marley à l'époque. Donc voilà, avec un terrain bien centré cette fois-ci, où les Ouais, paniers sont voilà.
Non, Voilà. mais c'était pour aider les gens, parce que sinon, je sais que Terry Cummings serait parti au lay-up derrière la planche. Donc voilà, voilà Marolik, un t-shirt de 1993 qui a 30 ans cette année. T-shirt. Incroyable. Et il vient, pour la petite anecdote, donne-nous le contexte. Il vient d'où ce t-shirt? Il vient directement de là-bas? Comment tu l'avais chopé? Alors, je sais pas si tu te rappelles Théo, toi qui es parisien, il y avait un magasin qui était rue Nicolas Flamel à l'époque, pas loin des Halles, Oui, qui était un magasin de sport US. Immense, immense magasin. Il y avait un panier de basket au ouais, fond. Et absolument. puis lui, eh ben, avait tous les trucs, l'Open McDonald's, etc. Tous les t-shirts des titres qui étaient portés par les uns, les autres, les casquettes des titres, des t-shirts de ces All-Star Games, etc. Ils avaient tout ça en direct. C'est là que j'ai acheté ma première paire de Jordan et une paire de Avia. Pour les connaisseurs, les Avia de Clyde Drexler, je les avais chopés là-bas à l'époque. C'était effectivement le seul magasin à ma connaissance, et il devait y en avoir à d'autres endroits, mais vraiment spécialisé basket. Paire d'une souplesse et d'une légèreté absolue, si tu t'en rappelles bien. Je pense que tu peux t'en servir dans une manifestation pour lancer contre des CRS si tu le désires. C'est à Et peu tu près ça. Ça devait être avec celle-là au pied d'ailleurs. Je suis allé faire mon lay-up derrière la planche, c'était à peu près la même période. Donc, tu avais bien marqué tes deux pas, on avait bien dû les entendre. Ils sont toujours dans le ciment de la salle, tu sais, au sol. Il y a deux traces avec 3 cm d'impact au sol. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Je l'ai vraiment. Bon, bah, on termine ce podcast comme ça. On vous remercie de nous suivre comme toujours. Laissez-nous vos commentaires, likez la chaîne. Suivez-nous sur Instagram, le compte Occulte. Et bah, Théo, nous, on se retrouve sur la chaîne YouTube Basket Session Reverse et sur les plateformes de streaming. C'est le dimanche à 11h. On est ravis de de terminer ce week-end avec vous, pendant que vous préparez votre poulet et vos frites pour la famille. Et on vous souhaite une bonne semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, absolument. Ciao à tous. Salut Pierre. Salut.